Merci beaucoup Sonia, et bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, troisième présentation sur les femmes peintres, et je vais vous parler de Berthe Morisot. Alors c'est à Bourges, dans le centre de la France, que naît Berthe Morisot, le 14 janvier 1841, pour être très précis. Alors, sa famille fait partie de la haute bourgeoisie parisienne. Son père, Edmé Morisot, a fait de brillantes études administratives. Lorsque naît sa fille, il est préfet sous le règne du roi Louis-Philippe. Il n'en est pas moins amateur d'art et il a étudié l'architecture. Edmé Morisot épouse Marie-Joséphine Thomas. Elle est de 13 ans, sa cadette. C'est la fille d'un homme influent, directeur de service au ministère des Finances. Mais c'est aussi la petite nièce du célèbre peintre rococo Jean-Honoré Fragonard. Alors, Edmé et Marie-Joséphine vont avoir 3 filles. L'aînée, c'est Yves-Élisabeth. Elle va suivre les codes de son milieu et épousera un conseiller à la Cour des comptes. Puis vient Edma, qui, avant son mariage, va pratiquer la peinture avec sa sœur Berthe, nous le verrons. Berthe, enfin, la cadette, va grandir dans un milieu privilégié, à l'abri de tout souci financier. Alors, suite à la chute de la monarchie en 1848, Edmé Morisot perd son poste de préfet. Alors que Louis Bonaparte, prince-président, puis empereur, prend le pouvoir, Edmé s'installe à Passy, dans la proche banlieue parisienne. Grâce à ses relations, il entre à la Cour des comptes et supervise les finances de l'Empire. Malgré un changement de régime, il maintient donc un statut social élevé. À l'âge de 9 ans, Berthe intègre le cours Lévy, 33 rue de Seine à Paris. Elle y rejoint ses 2 sœurs. Alors, le cours Lévy est un établissement élitiste qui s'occupe de l'éducation des jeunes filles. On y apprend l'histoire, la littérature et les arts, dont le dessin et le chant. Alors, parallèlement à cette éducation, les 3 sœurs suivent des cours de piano. Le pianiste, Camille Stamani, qui eut Saint-Saëns pour élève, leur enseigne la musique. Alors, désormais, Berthe a 12 ans et elle entre maintenant au cours Désir. Alors, le cours Désir est un établissement catholique que fréquentera d'ailleurs bien plus tard l'écrivaine Simone de Beauvoir. Alors, au cours Désir, Berthe apprend à faire la révérence, à servir le thé, à s'adresser aux gens selon leur rang social. Bref, elle apprend tout ce qu'on estime nécessaire à une jeune fille de la bonne société, avant de se marier, bien sûr. Alors, au cours Désir, Berthe poursuit son apprentissage du dessin au pastel et de la couture. Les élèves participent également à des retraites annuelles pour affermir leurs valeurs chrétiennes. Berthe va donc vivre plusieurs années
sous une discipline très stricte et dans les traditions du Second Empire. Mais ce qui intéresse Berthe et Emma, c'est surtout la peinture. Alors, l'école des beaux-arts n'étant pas ouverte aux jeunes filles, il faut attendre 1897 pour cela, leur mère engage un professeur particulier. Alors, il s'agit de Geoffroy Alphonse Chocarne. C'est un peintre néoclassique, rigide et conservateur. Alors, son style déplaît grandement aux deux jeunes filles. Madame Morisot fait donc vite appel à un autre professeur, Joseph Guichard. Alors, ancien élève de Delacroix, c'est un portraitiste d'origine lyonnaise. Cette fois, Berthe et Emma adorent leur nouvel instructeur. Joseph Guichard voit tout de suite dans les deux sœurs des talents prêts à éclore. Il déclare à Madame Morisot: « Mon enseignement ne procurera pas des petits talents d'agrément à vos filles. Elles deviendront des peintres. » Et il poursuit: « Vous rendez-vous bien compte de ce que cela veut dire? Dans le milieu de la grande bourgeoisie, qui est le vôtre, ce sera une révolution, je dirais presque une catastrophe. Êtes-vous bien sûre, madame, de ne pas me maudire un jour ?» Alors, fort heureusement, cette remarque, qui aurait pu effrayer madame Morisot, la conforte au contraire dans son choix. Alors, sous la direction de Guichard, les jeunes filles vont désormais au Louvre. Afin de perfectionner leur technique, elles copient des tableaux du peintre de la Renaissance italienne, Paolo Veronese. Et c'est au Louvre que Berthe fait la connaissance d'un jeune artiste, Fantin Latour. Alors, il deviendra un grand peintre, réaliste et intimiste, également connu pour ses natures mortes. Fantin Latour enthousiasme Berthe. Il conseille à Berthe et Emma de faire des peintures en plein air. Elles en parlent de suite à leur professeur, Joseph Guichard. Alors, ce dernier contacte un de ses amis, le peintre paysagiste Achille Oudinot. Oudinot va alors prendre les jeunes filles sous son aile et très vite, il réalise leur potentiel. Il fait immédiatement appel à son grand maître, Camille Corot. Alors, Corot est dans la force de l'âge. Il a peint de nombreux paysages italiens et il a parcouru toute la France. Les parents de Berthe sont d'un grand soutien. Ils décident de louer pendant l'été une villa à Ville-d'Avray. C'est là que réside Corot, en pleine nature, aux abords de la Seine. Désormais, Berthe et Edma peignent en extérieur dans un cadre idyllique. Elles ont trouvé en Corot leur mentor. Et très vite, il devient un intime de la famille Morisot. Après un été passé à suivre les conseils du maître, les adolescentes rentrent chez elles à Passy. Elles ont alors le bonheur de découvrir un atelier que l'on fait construire leurs parents.
Dès le début des années 60, Edma et Berthe rêvent d'être acceptés au Salon de sculpture et de peinture de Paris, car le salon est la grande affaire de tout artiste qui souhaite percer et être reconnu. Être admis au salon, c'est la consécration officielle qui peut lancer une carrière. Alors, pour préparer leur fille, les Morisseau louent une ferme à la campagne. Les voilà à Pontoise, sur la rive droite de l'Oise, à 25 km de Paris. Et en 1864, le premier envoi d'Edma et de Berthe au Salon de sculpture et de peinture de Paris est accepté. Alors c'est un véritable choc pour les deux sœurs qui n'avaient jamais osé espérer un tel privilège. Berthe est admise avec 2 toiles intitulées Souvenirs des bords de l'Oise et Un vieux chemin à Auvers. Quant à Edma, elle présente une scène de rivière. Alors certains critiques notent le style pur et aérien de Corot sur ces 3 toiles. Mais comme c'est souvent le cas pour les premières participations au salon, les tableaux d'Edma et de Berthe passent relativement inaperçus. L'expérience du salon a cependant ses avantages. Berthe et Edma rencontrent le peintre et graveur Charles d'Aubigny, le caricaturiste Honoré Daumier et le jeune romancier Émile Zola. Mais Berthe ne se décourage pas. Elle retourne au salon en 1865 avec Chaumière en Normandie, une toile striée d'arbres derrière lesquels se cache une maison au toit de chaume. Son talent éclate au grand jour. Paul Mans, fameux critique d'art, écrit à son propos. On y voit beaucoup de franchise et de sentiment dans la couleur et dans la lumière. Alors Berthe et sa sœur continuent fréquemment de visiter le Louvre. Et en 1867, lors d'une de ces visites, elle rencontre Édouard Manet grâce à Fantin-Latour. Manet, précurseur de la peinture moderne, n'a alors qu'une dizaine d'années de plus qu'elle. Les parents Morisot, qui aiment organiser des soirées, invitent souvent la famille Manet chez eux. Et c'est réciproque. Les Morisot et les Manet deviennent donc très proches. Et tous se retrouvent parfois chez Monsieur Degas, le père du célèbre peintre Edgar Degas. On imagine donc le fourmillement intellectuel de telles soirées mondaines, d'autant qu'on trouve chez Monsieur Degas les poètes Charles Baudelaire et Charles Cros et l'écrivain Émile Zola, mais aussi le compositeur Emmanuel Chabrier, le peintre réaliste James Tissot et Puvis de Chavannes, précurseur du mouvement symboliste en peinture. Alors, on s'en doute, ces salons mondains sont l'occasion de rencontres entre élégants et élégantes célibataires. Et c'est surtout à l'opéra, dans les bals
et les salons que se forgent les alliances entre familles du même monde. En 1866, Madame Morisot va ainsi marier sa fille aînée, Yves-Élisabeth. Elle épouse Théodore Gobillard, un conseiller à la Cour des comptes. 2 ans plus tard, c'est sa fille Edma qui se marie à Alphonse Potillon, un officier de marine, ami personnel d'Édouard Manet. Alors ce mariage marque, hélas, la fin de la carrière d'Edma en tant que peintre. Elle abandonne les pinceaux. Désormais, Berthe se retrouve seule pour peindre, sans Edma à ses côtés. C'est pour elle un déchirement. Alors, la même année, Berthe expose de nouveau au Salon de sculpture et de peinture de Paris. Elle n'y remporte aucun succès. Seul Émile Zola écrit de belles lignes sur ses toiles. Il faut dire qu'à la fin du Second Empire, le conservatisme est à son paroxysme en France. Hormis Rosa Bonheur, la peintre animalière unanimement reconnue, il est presque impossible à une femme d'être prise au sérieux. Et à cet égard, le 19e siècle est bien plus dur envers les femmes que ne le fut l'Ancien Empire, par exemple. En 68, Berthe pose pour la première fois pour Édouard Manet. Et jusqu'en 1874, il va peindre une douzaine de portraits de sa muse. Une véritable complicité artistique lie Édouard, peintre moderniste, et Berthe, qui, sans le savoir, est sur le chemin de l'impressionnisme. Alors Manet est un extraordinaire peintre de figures figées, impassibles, presque immuables. Berthe, elle, est bien plus attirée par les jeux de lumière, le véritable sujet, la lumière, de toutes ses toiles. Plus que le modèle lui-même, c'est la luminosité, le moment furtif qui intéresse Berthe. Alors désormais seule et regrettant l'absence d'Emma, Berthe visite souvent sa sœur en Bretagne. En 1869, elle se rend à Lorient. Là, elle peint plusieurs toiles représentant Edma. La jeune femme à sa fenêtre, par exemple, ainsi que la lecture où on retrouve Edma avec sa mère. En 1870, la guerre franco-prussienne éclate. Les frères Manet, Édouard et Eugène, s'engagent dans la garde nationale. Berthe, pour sa part, suit sa mère à Saint-Germain-en-Laye, à 20 km environ à l'ouest de la capitale. Puis elles rejoignent Edma en Normandie, à Cherbourg. Berthe y peint plusieurs toiles en extérieur, le port de Cherbourg, femmes et enfants assis dans un pré et au bord de la forêt. Alors que la situation des troupes impériales se détériore sur le front, Berthe refuse de quitter la France comme on le lui conseille.
Elle décide même de rejoindre la capitale. Berthe retrouve hélas son atelier de Passy très endommagé. Les Prussiens sont passés par là. Atterrée par la défaite de l'armée impériale, elle manque d'énergie créatrice soudainement. C'est donc pour Berthe une période très difficile. Elle préfère poser pour Édouard Manet, qui lui-même va mal. Il souffre de crises d'ataxie, une maladie héréditaire des muscles et des articulations. À cette époque, il ne sort presque plus. Mais il continue de peindre Berthe. Au cours de sa carrière, il la représente 10 fois habillée de noir et l'air souvent austère, grave et un peu triste. Ces représentations interpellent, car Berthe affectionne les tons pastels, le blanc, le rose et le vert. Mais c'est une femme plutôt mélancolique, pudique, secrète. On note aussi que Manet ne représente jamais Berthe un pinceau à la main, comme si, sur les toiles de Manet, on ne voyait en elle qu'une muse à la beauté énigmatique. Alors, pour voir Berthe représentée en femme peintre, il faut admirer la toile de jeunesse d'Edma, la représentant avec ses pinceaux et sa palette. Il nous faut aussi regarder son autoportrait, celui que fait Berthe d'elle-même, où elle se représente au travail, dans son atelier. Alors très vite après la guerre, Berthe reprend le pinceau. Son style évolue, il se singularise. En effet, contrairement aux canons académiques, Berthe commence à représenter ses modèles de dos ou de profil. C'est le cas, par exemple, dans Intérieur, où une femme de profil voit un enfant de dos tirer le rideau d'une fenêtre, laissant entrer la lumière dans la pièce. Mais c'est aussi le cas dans Femmes et enfants au balcon, avec une mère de profil et une enfant de dos. Ou encore La femme à sa toilette et Eugène Manet à l'île de White. Alors, par ce procédé ingénieux, ces tableaux semblent plus vivants, moins posés. On semble assister à une scène sans être vu par les personnages. Ils adoptent des postures naturelles, loin de la formalité des classiques. Alors, autre évolution, l'influence de son premier maître, Corot, rejaillit sur ses œuvres. Ses toiles s'éclaircissent et se remplissent de lumière. C'est une peinture du bonheur, un bonheur langoureux qui rappelle ses dispositions naturelles. Et peu à peu, Édouard Manet, qui ne cesse de suivre le travail de Berthe, s'inspire de cette lumière. Sa palette, elle aussi, s'éclaircit. Alors de plus, la maîtrise du geste de Berthe émerveille ses amis peintres. Edgar Degas, par exemple, ne tarit pas d'éloges sur son coup de pinceau. Il la considère comme une véritable artiste et il la traite
en égal. À partir de 1872, Berthe voyage souvent à Maurecourt chez sa sœur Yves-Élisabeth. C'est un havre de paix, un village de 400 âmes, pas très loin de Versailles, sur les bords de l'Oise. On y arrive de Paris par bateau-mouche. Elle y peint de nombreux tableaux, dont La chasse aux papillons, aujourd'hui au musée d'Orsay. Alors, son style personnel poursuit sa mue. Tous ces personnages semblent caressés de lumière. En janvier 1874, Berthe a la douleur de perdre son père, Edmé, qui n'a que 67 ans. Sa mère, elle, suivra hélas 2 ans plus tard. Alors Berthe est assaillie par une profonde tristesse à la mort de son père. Elle prend alors une décision radicale, rejoindre la Société des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Ce cercle avant-gardiste est fondé par Monet, Pissarro, Sisley et Degas. Il annonce une révolte contre les institutions académiques qui refusent l'évolution de la peinture et s'accrochent au canon classique. Berthe abandonne donc les salons officiels pour toujours. Elle entre de plein pied dans le mouvement impressionniste. Alors, soit dit en passant, ce terme, l'impressionnisme, trouve son origine dans l'un des tableaux de Monet qu'il peint en 1872 et qu'il intitule Impression, soleil levant. Alors, Édouard Manet, qui vient d'être médaillé au salon officiel, ainsi que Puvis de Chavannes, refuse de la suivre. Alors, en avril 1874, Berthe participe sans eux à la première exposition des peintres impressionnistes. Cette exposition se déroule dans les anciens ateliers du fameux caricaturiste Nadar. Alors, seuls 3500 billets sont vendus, ce qui est peu. Sur 29 exposants, Berthe est la seule femme. Elle affirme, désormais sans vergogne, sa liberté artistique. Elle expose 14 huiles sur toile, 3 pastels et 3 aquarelles. Parmi ces huiles, une œuvre notable, Le Berceau. On y voit une femme aux traits nettement dessinés, mais ces traits affirmés contrastent avec le visage du bébé. Alors, voilé par des pans de tissu, ce visage est beaucoup plus éthéré, aérien, fugitif que celui de sa mère. Un glissement s'opère donc entre la représentation réaliste de la mère et le nourrisson bien plus vaporeux. Alors bien sûr, la presse accable Berthe de nombreuses critiques. Les innovations et l'audacité impressionniste dérangent. Dans le journal Le Figaro, le critique Albert Wolff reproche aux impressionnistes, je cite,
des tendances révolutionnaires et dangereuses pour l'art. Quant à Berthe, elle possède une circonstance aggravante, c'est une femme. Albert Wolff écrit « Il y a aussi une femme dans ce groupe, elle s'appelle Berthe Morisot. Elle nous accable des débordements d'un esprit en plein délire. » Mais Berthe croit en sa voix. Et elle a raison, car dans ce salon révolutionnaire, 12 de ses toiles sont vendues. Cependant, un visiteur hostile, à court d'arguments, la traite de prostituée. Alors Pissarro s'en mêle. Il frappe l'irrévérencieux d'un coup de poing à la figure. Une bagarre éclate et il faut l'intervention de la police pour calmer tout ce monde. Alors après cette première exposition impressionniste, Berthe décide de rendre visite à sa sœur Edma en Normandie. Elle recherche du repos et de la sérénité. Elle séjourne avec elle à Fécamp, sur les bords de la Manche. Eugène Manet, le frère cadet d'Édouard, est en vacances non loin. Il en profite pour venir peindre aux côtés de Berthe. Alors, s'il est peintre dilettante, il est surtout rentier et très fortuné. Et contrairement à Édouard, Eugène soutient Berthe dans sa fronde artistique. Il se propose même de provoquer en duel le journaliste Albert Wolff afin de venger l'honneur de Berthe. Alors, fort heureusement, elle va l'en dissuader. Mais elle est touchée par les attentions d'Eugène, un homme doux, bien moins flamboyant qu'Édouard. Il a 41 ans, elle en a 33. Il la courtise et en décembre 1974, il l'épouse à l'église de Passy. Alors Berthe se marie en noir et en petit comité, portant encore le deuil de son père défunt. Elle a trouvé en Eugène un allié sincère et fervent. Et désormais, Édouard Manet, son beau-frère, qui reste un ami fidèle, ne la peindra plus jamais. Alors très vite, Berthe devient une figure de proue du mouvement impressionniste. Elle participe chaque année aux expositions impressionnistes. Elles vont se tenir jusqu'en 1886. Il y en aura 8 en 12 ans. Alors pour des raisons financières, les expositions de la Société des artistes peintres ne sont pas faciles à organiser. Généralement, ce sont des individus privés qui les financent. Le peintre Caillebotte, par exemple, paiera pour la 3e. Autre moyen de financement, pour soutenir la société, les artistes membres y investissent le 10e des ventes effectuées lors des expositions. Alors, si l'argent manque souvent, l'enthousiasme, lui, est abondant. Berthe sera absente à une seule exposition, celle de 1878, la 4e,
pour cause de maternité. En effet, en novembre, elle avait donné naissance à sa fille unique, Julie. Alors Julie deviendra, soit dit en passant, artiste peintre elle-même, mais surtout une grande collectionneuse. Alors si Berthe est absente cette année-là, 2 autres femmes participent à l'exposition. La Française Marie Braquemont et la Pennsylvanienne, mais très parisienne, Mary Cassatt. Alors à ce propos, il est important de dire que si Berthe connaît et respecte Braquemont et Cassatt, elle se choisit des hommes comme interlocuteurs artistiques. Et d'ailleurs, Berthe ne rejoindra jamais l'Union des femmes artistes et le Salon des femmes. Ce n'est pas le moindre de ces paradoxes, car sur ces toiles, les hommes n'apparaissent que très rarement. 7 tableaux seulement représentent des hommes sur plus de 400 œuvres. Elle n'a peint ni son père, ni ses amis intimes. Dans la vie, ses compagnons de route masculins la stimulent, mais pas sous le pinceau. En cela, elle se distingue de nombreuses artistes qui la précèdent ou la suivent, alors que Vigée Lebrun, Camille Claudel, Mary Cassatt, Marie Braquemont ou plus tard Suzanne Valadon peignent abondamment les hommes, Berthe ne le fait pas. En fait, Berthe Morisot est peintre de l'intime féminin, peintre de la quiétude et des scènes domestiques quotidiennes. C'est un choix. Il n'est pas imposé par sa condition sociale, car c'est une femme libre. Elle s'inscrit d'ailleurs dans le mouvement impressionniste, indépendamment de son sexe. Tout comme sa contemporaine, la peintre animalière Rosa Bonheur, Berthe ne revendique qu'une chose, son indépendance artistique. Elle croit, elle aussi, en l'égalité des hommes et des femmes, mais comme Rosa, ne s'impliquera jamais dans un mouvement féministe revendicatif. Dans les années 1880, les critiques de l'époque restent très sévères à l'endroit de Berthe Morisot. Elle est impressionniste, certes, mais on lui reproche surtout de promouvoir une peinture dite féminine. Un terme vague et qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui sert à la disqualifier aux yeux de ses détracteurs. Berthe a pourtant quelques soutiens, comme Mallarmé, le poète et critique d'art français, ou Émile Zola, bien sûr, son ami romancier. Son mari, Eugène, est là, lui aussi. C'est un appui indéfectible. Quant au critique Théodore Duret, il fait à Berthe le plus beau des compliments qui soit. Il la classe dans ce qu'il appelle, je cite, les primordiales de l'impressionnisme. Alors à partir des années 80, le style de Berthe poursuit sa mutation. Elle devient de plus en plus audacieuse dans les représentations et les sensations qu'elle exprime sur la toile.
Elle repousse encore plus loin les limites existantes de l'impressionnisme. Certains critiques l'accablent encore de reproches, car on note sur ses toiles des traits de plus en plus imprécis. Les approximations des formes sont de plus en plus marquées. Ces tableaux de 82 et 83, le port de Nice et bord de Seine, en sont de parfaits exemples. Alors le critique français d'origine russe, Charles Ephrussi, écrit, je cite, « Madame Morisot a fini par exagérer sa manière, au point d'estomper des formes déjà imprécises. Elle ne fait que des débuts de débuts. Il devient presque impossible de distinguer quoi que ce soit. » Alors à partir de 1880, Berthe et son mari passent leurs étés à Bougival, dans une maison de campagne. Alors Bougival est situé à 15 km à l'ouest de Paris, sur la rive gauche de la Seine. C'est une petite ville très en vogue parmi les artistes. Renoir, Monet, Sisley et Alexandre Dumas fils y séjournent régulièrement. Berthe retrouve donc ses amis, mais surtout la paix et la sérénité. Elle y peint beaucoup, le quai de Bougival, par exemple, et Eugène Manet et sa fille dans le jardin en 1881. Je dois d'ailleurs dire que j'ai fait une petite erreur sur le document que j'ai créé. Vous trouverez Eugène Manet et sa fille dans le jardin, et je crois avoir marqué par erreur 1894, mais non, c'est bien plutôt c'est 1881. Donc, pardonnez-moi pour cette petite erreur. Alors, à compter de 81, Berthe et Eugène passent leurs hivers à Nice. En effet, la santé d'Eugène décline et l'air de Provence lui fait du bien. Pour sa part, Berthe y capte la lumière. Elle peint beaucoup. Le critique d'art Gustave Geoffroy écrit à propos des toiles de cette époque: « Les formes sont toujours vagues dans les tableaux de Madame Berthe Morisot, mais une vie étrange les anime. Le rose, le vert pâle, la lumière chantent avec une harmonie inexprimable. » Et il conclut enthousiaste: « Nul ne représente l'impressionnisme avec un talent plus raffiné que Madame Morisot. » À partir de 1886, Berthe organise tous les jeudis des dîners dans un hôtel particulier qu'elle a fait construire avec Eugène, rue Villejuste, à Paris. Elle y réunit sa famille de cœur, Degas, Renoir, Monet, d'autres impressionnistes, des écrivains et des compositeurs. Hélas, Édouard Manet est le grand absent, puisqu'il est décédé quelques années auparavant. Alors toutes ces rencontres la stimulent. Elle se met à peindre des nus au pastel, au fusain et à l'aquarelle, comme par exemple Bergère nue couchée, qui lui vaudra l'admiration de tous ses collègues. Mais
la santé de son mari continue à décliner. Le couple loue alors une maison à Mézy, un charmant village situé au nord-ouest de Paris. Eugène est atteint d'une forme pulmonaire de la syphilis, contractée dans sa jeunesse et qui l'affaiblit considérablement. C'est une période difficile d'introspection. Berthe observe son mari déchoir. Elle se sent elle-même vieillir et redoute le temps qui fuit. Elle peint alors très peu et sombre dans une sorte de marasme profond. Elle observe sa fille et ses nièces, jeunes et pleines de vie, et la nostalgie l'envahit. Elle croit imperceptiblement sentir que sa propre fin est proche. Pourtant, à force de courage, elle parvient à installer à Mézy un petit atelier dans une ancienne grange. Elle se met à dessiner des enfants du village. Mais la maladie d'Eugène évolue inexorablement. Finalement, il meurt en avril 92. Berthe perd alors un mari discret mais aimant. Toute sa vie, il aura soutenu la carrière de sa femme. Stéphane Mallarmé, son ami intime, devient alors le tuteur de Julie, qui n'a que 13 ans. Alors, suite à la mort d'Eugène, Berthe va accomplir l'un de ses derniers souhaits. Ainsi, elle organise une exposition de ses œuvres à la célèbre galerie d'art parisienne Bousseau et Valadon. L'exposition est un très grand succès. Le critique Gustave Geoffroy écrit des articles très flatteurs sur le talent de Berthe dans la revue La Vie artistique. Degas l'encense. Il parle d'une peinture vaporeuse qui cache un dessin de plus en plus sûr. Alors, peu après la mort d'Eugène, Berthe rend visite à son amie Monet à Giverny. Elle cherche à s'extraire de la tristesse qui l'assaille, d'autant que l'une de ses sœurs, Yves-Élisabeth, vient de mourir également. Une série noire qui continue, si j'ose dire, puisque son grand ami, le compositeur Chabrier, meurt l'année suivante. Ce sera aussi le cas de Gustave Caillebotte. En quelques années, elle perd donc de nombreuses figures aimées. Alors, ces épreuves minent le moral et la santé de Berthe. Ses forces semblent la quitter. S'ajoute à cela l'atteinte d'un mal pulmonaire. On parle d'une mauvaise grippe que lui aurait transmise sa fille Julie. Et dans la soirée du 2 mars 1895, Berthe Morisot meurt dans ses appartements parisiens. Elle n'a que 54 ans. Alors, dans son testament, elle fait don de certaines de ses œuvres à des amis artistes, Renoir, Degas, Monet. Mais le gros de ses créations reste entre les mains de sa fille Julie et de sa sœur Edma. Alors, ce qui paraît incroyable, c'est que malgré toute une vie consacrée à la peinture, son certificat de décès indique la mention « sans profession ».
comme si la peinture n'avait été pour elle qu'un art d'agrément, comme si Berthe Morisot, l'artiste peintre, n'avait jamais existé. Et pourtant, elle aura peint 423 tableaux, 191 pastels, 240 aquarelles et fait plus de 200 dessins. On l'enterre au cimetière de Passy, dans le caveau de la famille Manet, où elle rejoint Édouard et son mari Eugène. Renoir, qui l'invitait souvent à venir peindre chez lui à Cagnes-sur-Mer, en Provence, déclare « Je me sens aujourd'hui comme dans un désert ». Alors, un an après le décès de Berthe, Julie, Degas, Mallarmé et Paul Durand-Ruel, un grand galeriste français, organisent une rétrospective des œuvres de Berthe. Près de 400 pièces sont exposées à Paris du 3 au 23 mars 1896. Mais ensuite, il faut bien l'avouer, Berthe tombe dans l'oubli. D'autant qu'un grand nombre de ses œuvres est entre les mains de propriétaires privés. D'où la difficulté de monter des expositions dignes de ce nom, lui rendant hommage. En fait, peu de musées possèdent des toiles de Berthe. Ceci explique en partie qu'elle soit marginalisée dans le monde de l'impressionnisme. Alors, plus près de nous, en 1961, le musée Jacquemart de Paris organise toutefois la première exposition française du XXe siècle qui lui est consacrée. Mais il faudra attendre 1983 pour qu'une exposition à la hauteur de l'artiste voie le jour. Effectivement, la National Art Gallery of Washington, en coordination avec le Mount Holyoke College du Massachusetts, rassemble une grande rétrospective des œuvres de Berthe. Les riches mécènes américains de cette université pour femmes sont en effet parmi les premiers et les plus grands collectionneurs des toiles de Berthe Morisot. Ainsi, depuis 1983, on assiste à une lente réhabilitation de Berthe Morisot. En 2002, Lille, en France, et Martigny, en Suisse, organisent une grande exposition de ses œuvres. Il faut cependant attendre 2012 pour qu'enfin Paris organise de nouveau une rétrospective au musée Marmottan-Monet, cette fois. Alors, grâce à la générosité de la famille de Berthe Morisot, le musée Marmottan détient depuis 1983 la plus large collection française de toiles de l'artiste, 80 œuvres en tout, mais aussi 7 de ses précieux carnets de vrais trésors remplis d'études où elle croque tout, où elle note tout. Alors, plus proche de nous, en 2018-2019, une grande tournée américaine a lieu. La Fondation Barnes de Philadelphie y participe activement. Cette tournée s'arrête au Canada, une première pour un pays qui n'a
aucune toile de Morisot dans ses musées. Puis, on retrouve l'exposition à Paris en 2019 au musée d'Orsay, le temple de l'impressionnisme français. C'est la première exposition consacrée à Berthe depuis l'ouverture d'Orsay en 1986, ce qui montre à quel point la France a négligé l'un de ses plus grands peintres. Alors, en conclusion, on peut dire que ce qui est remarquable chez Berthe Morisot, c'est qu'elle est une figure libre de l'impressionnisme. Tout en échangeant avec Manet, Degas, Sisley, Caillebotte, puis Renoir et Monet, elle a su tracer une voie singulière, sa voie. Ce n'est donc pas une artiste sous influence. Au contraire, c'est une pionnière, une défricheuse. Sa peinture est lumineuse, bercée de transparence parfois ou d'un flou qui nous enveloppe. Avec la maturité, il y a un air d'inachevé dans ses peintures. Elle va très loin dans ce que les spécialistes appellent le non fini, comme par exemple la fameuse jeune fille au manteau vert, peinte en 1894. Alors, pour nombre de ses contemporains, c'est une entorse inadmissible à l'art pictural. Et pourtant, ses œuvres sont si expressives. Il en émane une douceur, une intimité sereine. On dit d'ailleurs que dans ses toiles, la lumière est une caresse. Mais si sa notoriété a souffert, ce n'est pas seulement parce que c'était une femme. Sa nature pudique fait d'elle une artiste discrète et secrète. De plus, parmi les maîtres de l'impressionnisme, elle est la première à mourir avec Gustave Caillebotte. Tous deux sont partis bien trop jeunes et ne verront pas, hélas, le triomphe de leur mouvement. Un dernier élément, enfin, a nui à la notoriété de Berthe. Comme je l'ai dit auparavant, beaucoup de ses œuvres restent dans des collections privées. Elles sont rarement exposées. Pendant des décennies, les critiques d'ailleurs la connaissent peu. Quand ils parlent d'elle, c'est bien souvent comme de la muse d'Édouard Manet, mais rarement comme une femme peintre. Mais l'histoire, fort heureusement, a la propriété magique de faire renaître les grands personnages oubliés. C'est ainsi qu'aujourd'hui Berthe Morisot réapparaît après une longue absence. À nous donc de l'accueillir. L'art a ce mérite, il n'est jamais trop tard. Je vous remercie. Merci de votre patience et de votre écoute. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est un grand plaisir. J'ai découvert Berthe Morisot en préparant cette présentation. Je la connaissais un peu comme vous toutes et vous tous, sans doute, mais j'ai fait pas mal de recherches, j'ai beaucoup lu et je dois dire que j'ai un peu honte finalement d'avoir attendu aussi longtemps pour la découvrir et pour connaître cette personne qui est très intéressante. Alors, ces toiles je trouve, sont magnifiques.
mais elle-même, c'est une personne assez énigmatique aussi, qui interpelle beaucoup. Et donc, c'était un grand plaisir pour moi de préparer cette présentation. Mais j'espère que vous avez des questions, des remarques, des ajouts, des commentaires. Il y a beaucoup à dire, bien sûr. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, pensez à remettre votre micro en marche. Je dois dire qu'en effet, la présentation que vous avez faite me rappelle avec beaucoup de plaisir l'exposition que nous avons eue au Barn il y a 2-3 ans. Et elle était superbe, vraiment. Et vous avez décrit exactement ce que nous pensons tous d'elle. Et c'est un peu tard, mais je crois que, comme vous dites, si elle avait vécu suffisamment longtemps, je pense qu'elle aurait été une marque beaucoup plus forte sur les critiques et aussi, je crois que c'est le début de l'impressionnisme était vraiment difficile pour tous les peintres impressionnistes. Et ils n'ont pas toujours été acceptés, évidemment, dans les salons, etc., les salons de l'Académie. Et donc, c'est incroyable qu'elle ait pu quand même faire tout ça malgré ce qui était difficile pour elle, de se maintenir et d'avoir la force de ses convictions et de continuer son art. Absolument, absolument. Et je dois dire qu'elle n'est pas la seule à avoir souffert d'un manque de notoriété. J'ai mentionné, je crois, plusieurs fois Caillebotte, Ouais. un homme, qui lui a souffert de la même manière. Et en fait, parallèlement, je dirais, comme on redécouvre Berthe Morisot, on redécouvre aussi Caillebotte. Et c'est vrai qu'ils sont morts un peu tôt, hélas. Caillebotte, je crois, avait environ 48 ans quand il est décédé. Il est mort un an avant Berthe, Berthe 54. Bon, certains artistes ont vécu jusque dans les années 1910, 1920, les grands impressionnistes. Donc, ils ont pu connaître une certaine gloire, une certaine reconnaissance qui n'existait pas encore à l'époque où Berthe est décédée. Et puis, je dois dire aussi que, vous savez, on critique souvent, enfin, dans ce que j'ai lu, on critique souvent son mari, Eugène Manet, donc le frère d'Édouard, le frère cadet, parce que Édouard était un homme flamboyant, qui avait un grand sens de l'humour, enfin, etc. Alors que Eugène, le mari de Berthe, était quelqu'un de plutôt timide, aussi un peu comme elle, de plutôt discret. Mais ceci dit, il a été un appui formidable, d'abord financier. Bon, il faut dire que Berthe est née dans un milieu aisé, hein, donc elle n'a jamais souffert de pauvreté, ça c'est certain. Mais lui était rentier, il était très riche. Et il l'a soutenue. Il l'accompagnait dans toutes les expositions qu'elle faisait. C'est lui qui accrochait les tableaux au mur. Il était en fait une sorte d'ombre derrière Berthe. Et autant Édouard Manet, qui lui est resté dans le mouvement moderniste, parce qu'il ne voulait pas vraiment quitter les salons académistes. Il avait peut-être un peu de crainte à ce sujet. Il n'a pas plongé, je dirais, dans l'impressionnisme comme Berthe et d'autres. Mais Eugène, lui, a totalement soutenu sa femme. Il croyait en elle, il croyait qu'elle avait raison de poursuivre dans l'impressionnisme. Et alors là, je me fais peut-être des illusions, hein, je ne suis pas son biographe, mais je pense que c'était très important pour elle. Même s'il était discret, je pense que c'était très, très important pour son équilibre. Ouais.
Alors, est-ce que d'autres personnes ont eu l'occasion de voir récemment des expositions, soit à Paris ou ici, à Philadelphie, des œuvres de Berthe? Et si oui, quand, où et qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, la dernière, c'était à la Fondation Barnes également. Donc, ça date. Ouais. Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que le fait que beaucoup de toiles soient dans des collections privées rend les choses très difficiles. Si elle avait vécu plus longtemps, si elle avait été célèbre de son vivant, les musées auraient commencé à acheter ses toiles. Ouais. Mais en fait, ce sont surtout des collectionneurs avant-gardistes qui les ont achetées. Et une fois qu'elle est décédée, il n'y avait plus rien à vendre, si je puis dire. Donc les musées, entre guillemets, ont manqué le coche. Ouais. Alors heureusement que la famille de Berthe, en 83, a fait cette magnifique donation au musée Marmottan-Monet, plus de 80 œuvres. Mais sinon, Paris serait pratiquement démuni. Donc on a beaucoup de chance en France quand même. Alors en Amérique, on a beaucoup de chance parce que les Américains sont toujours en avance, si je puis dire. Ils ont toujours un jeu en avance sur les Français, c'est-à-dire que c'est un peu comme Rosa Bonheur. Les Français ont totalement négligé Rosa Bonheur. Les Américains ont acheté du Rosa Bonheur à n'en plus finir. Ils l'adoraient, alors qu'elle a été relativement décriée aussi en France, Rosa Bonheur. Alors dans un autre style, peintre réaliste, peintre animalière, ça n'avait rien à voir avec l'impressionnisme, mais c'était un mouvement très important en soi également. Mais elle faisait de très, très grandes peintures, Rosa Bonheur. Oui, gigantesque. Il y a des tableaux qui faisaient 6 mètres, 6 mètres de long sur 2 mètres et demi de hauteur. Enfin, c'était des fresques presque. Ouais. Alors, il les roulait pour les envoyer en Amérique? Tout à fait. Oui, absolument. Oui. Ils étaient, généralement, les toiles étaient soigneusement roulées et réencadrées ou encadrées ensuite aux États-Unis. Mais on l'avait vu avec Vigée Lebrun. Vigée Lebrun faisait la même chose. Quand elle a dû quitter la France durant la Révolution, elle est partie avec des toiles qui étaient roulées carrément comme ça. Alors c'est vrai, on se dit, oh mon Dieu, l'horreur, rouler des toiles d'une telle valeur, mais bon, elles se préservaient, et puis ensuite, elles étaient réencadrées. C'est comme ça qu'elle a pu en exposer, par exemple, en Russie, etc. Franchement. Voilà, alors peut-être, Sonia, que vous pouvez nous rappeler, je sais que vous avez mentionné la date de la prochaine présentation. Le mardi 9 mai, nous nous retrouverons pour la dernière présentation de ce cycle qui mettra en lumière Suzanne Valadon. Tout à fait. Alors là, dans un style très différent. Alors, on le verra, on aura l'occasion d'en parler. Mais enfin, je crois qu'elle est née en 65. Si je me souviens bien, elle est décédée en 1938. Elle a peint beaucoup de portraits. Elle a peint des nus hommes. Scandale, bien sûr, à l'époque, une femme daigne ose peindre des hommes nus. Et puis, on verra dans les années 20, les années 30, il y a vraiment une touche art déco, je trouve, enfin, dans ces peintures, qui est vraiment très, très intéressante. Donc, ça devrait être une autre artiste passionnante également. Voilà. Excellent. Et nous serons là, bien sûr. Mais je l'espère. En tout cas, merci à toutes et merci à tous. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez toujours contacter Sonia. Elle se fera un plaisir de vous donner mon adresse mail, mon courriel, et n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre.
Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci encore. Merci encore. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci bien, Eric. Excellent. Un grand plaisir. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Et bonne fête de Pâques. À vous aussi. Merci. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir.